Bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le village Univers VO, bienvenue également sur cette keynote numéro 6 avec un sujet particulièrement intéressant sur l'écosystème du véhicule d'occasion. Alors, comme on l'a évoqué déjà depuis quelques temps, on a un environnement du marché de l'automobile en général qui est très chahuté, avec des inversements de tendance entre le VN et le VO. On a vu aussi qu'il y avait des difficultés parfois de s'approvisionner. Ça va être un des sujets qu'on va traiter cet après-midi. En l'occurrence, la question qui va se poser, c'est où s'approvisionner en VO dans les mois à venir. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir en tout premier lieu Christian Fernandez, qui est directeur général de la société Starter. Nous recevons également Manutea Dupont, qui est le directeur général de AutoOne en France. Et enfin, Guilhem Itier, qui est directeur de ProduVO. Messieurs, bonjour. Je vais vous laisser quelques temps pour vous présenter un peu vos activités. Et ensuite, on va enchaîner avec le sujet qu'on traite cet après-midi. Qui commence? Bien. Christian. Merci, bonjour à tous. Donc Starter, pour ceux qui ne connaissent pas, est une plateforme d'e-business automobile. On est intégralement consacré au B2B, avec une moyenne de 25 000 unités commercialisées par an. Nous couvrons à peu près tout le territoire, avec 2000-2500 clients répartis sur toute la France. Voilà. Pour le sourcing, un sourcing européen tout à fait classique. Merci Christian. Manutea? Alors moi je suis Manutea Dupont, donc je suis le DG de AutoOne en France. AutoOne c'est 3 marques en France, donc c'est vendezvotrevoiture.fr qui est le leader européen et leader en France aussi du rachat de véhicules particuliers. C'est auto1.com qui est un acteur en très forte croissance sur le remarketing, mais aussi surtout sur l'approvisionnement et la vente à des professionnels de véhicules. L'année dernière, Auto1 a vendu et acheté 600 000 VO en Europe. Et c'est aussi Autohero, dernier né de la bande, qui est donc notre canal B2C, qui nous permet du coup de vendre directement des VO à particuliers. Voilà. Merci Manutea. Guilhem? Et donc Guilhem Itier, société ProduVO, filiale du groupe Dubreuil. Nous sommes en charge du remarketing de nos concessions et nous sommes également une centrale d'achat exclusivement B2B. Donc effectivement, on a un travail proche de celui de Christian dans ce cadre-là, et avec un sourcing effectivement également de la même façon totalement européen. Bien, merci. Alors, du coup, pour entamer un peu cette keynote, une première question. Donc, je viens d'évoquer effectivement un marché qui est complètement chamboulé, qui est complètement remis en question, avec un équilibre entre VN et VO qui a tendance un peu à se désaxer. Si on se projette dans l'avenir, selon vous, qui du VN ou du VO va gagner demain? Qui veut répondre à cette question en premier? Guilhem? J'aurais bien laissé Christian démarrer. Sujet éminemment complexe. La question pour nous au niveau de la partie VN, là je vais mettre ma casquette distributeur concessionnaire, puisque nous sommes effectivement concessionnaires Peugeot, Opel et Citroën. Aujourd'hui nous sommes impactés de deux façons. Il y a eu effectivement dans un premier temps une pénurie au niveau des composants. Aujourd'hui on a une très forte tension sur la logistique. L'effort de guerre au niveau de l'Ukraine a entraîné une diminution énorme de chauffeurs sur l'Europe de l'Est, qui nous rend vraiment les choses très très compliquées de ce point de vue-là. Et dans ce cadre-là, en fait, on se retrouve avec une quantité de livraison VN au niveau de nos concessions qui est clairement pas du tout à un niveau habituel. On espère sincèrement que ça va se résorber parce que pour notre activité, je dirais au niveau de la partie B2B, c'est frustrant. Mais la vraie vie, c'est qu'au bout, il y a un client qui a acheté une voiture et qui attend cette voiture. Et quand vous vous retrouvez avec des commandes qui datent par exemple parfois de octobre de l'année dernière et que vous n'êtes pas en situation de livrer ces voitures, ça met vraiment nos concessions dans une situation d'extrême tension. Donc on espère sincèrement que cette tension sur le VN va se résorber, ce qui va se traduire mécaniquement pour nous dans une dimension de sourcing sur plus de facilité, puisqu'à partir du moment où le VN reprend des couleurs, cela signifie que les circuits traditionnels type LCD, société, vente tactique, avec notamment des 0 km, revient à quelque chose de normal. Simplement, on sait que ce ne sera pas le cas sur le premier semestre 2023. Il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de nous dire « youpi, ça y est, on arrive au bout de ce sujet-là ». On sait qu'on va avoir encore une année chahutée, mais je dirais que une bonne partie des nuages est quand même en train de se lever, mais ça ne reste que mon opinion. Ah, ça, c'est enfin une bonne nouvelle.
Moi, je dirais à ce sujet-là que d'abord, je pense que c'est pas forcément qui est-ce qui va gagner, mais c'est de manière générale, il n'y a pas de VO sans VN, évidemment. Et une des premières questions qu'il faut se poser, c'est quelle VN? Et donc en quelle quantité, quand, et lesquels vont être mis sur le marché pour pouvoir innover VO. En réalité, nous, ce qu'on voit, c'est que effectivement, le VO a jamais été aussi dynamique. Alors, il se trouve que nous, comme on a toujours été dans le VO, c'est pas quelque chose qu'on découvre. On sait que c'est très important. Par contre, je pense qu'on est dans une nouvelle norme maintenant qui fait que les niveaux et les types de VN qui vont être vendus vont changer. Je pense que c'est un changement qui a priori sera durable, avec des nouveaux acteurs, avec des nouvelles énergies, avec des nouveaux niveaux de prix et de nouveaux incentives. Et structurellement maintenant, tout le monde a compris que le VO était un élément central de n'importe quel acteur de distribution et un élément central aussi de leur profitabilité. Et donc maintenant, ce qu'on voit notamment nous, et c'est pour ça aussi qu'une plateforme comme la nôtre est aussi dynamique actuellement, c'est parce que justement on se positionne comme étant un partenaire essentiel avec qui justement n'importe quel acteur de distribution doit travailler pour se structurer et avoir du VO de manière durable. Donc moi ce que je pense c'est que personne ne sait qui va gagner entre VN et VO. Par contre le VO est là pour rester et structurellement sera très important dans le futur. Si on peut rajouter un petit peu, pas pour prendre le contre-pied parce que je suis complètement d'accord sur ce qui vient d'être dit, mais on vient de subir plusieurs vagues diverses et variées sur le marché du neuf qui a engendré évidemment une tension importante au niveau des prix. Et on a atteint aujourd'hui des niveaux de prix qui sont tels que l'on a quand même des productions qui sont en train d'arriver aujourd'hui sur le marché en concession et qui n'ont pas forcément un public en face. Parce qu'on a des niveaux de prix sur des véhicules, des citadines qui sont complètement hors normes. Et de fait, on va se retrouver quand même avec des produits aujourd'hui en 0 km disponibles assez rapidement, certes avec des prix élevés, mais avec des produits disponibles. Donc, tout en étant d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, quand même une détente sur le neuf. Et bien évidemment, la détente sur le neuf va amener de l'eau au moulin du VO. C'est une certitude. Ouais, c'est un bon point qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent, mais effectivement, on va avoir ce sujet qui est un sujet économique, hein, finalement, entre des VN qui sont finalement trop chers, un pouvoir d'achat qui est compliqué aujourd'hui à gérer, des VO qui, eux, commencent à avoir un prix moyen qui augmente. Il va y avoir bataille. Ok, très bien, merci. Une deuxième question. On a un parc roulant qui a aussi tendance à vieillir aussi en VO, puisque les gens, on le voit dans cette tendance aussi, ont tendance à garder leur véhicule plus longtemps, à la fois pour des raisons de disponibilité, mais également pour les raisons économiques, à faire un peu attention. Mais on a aussi des normes qui vont commencer à changer, on a aussi un contexte législatif qui nous oblige à changer notre modèle de mobilité. Que vont devenir, selon vous, ces véhicules roulants potentiellement, mais qui vont aussi être quelque part contraints à changer d'environnement ou de disponibilité, où les gens, en tout cas les utilisateurs vont avoir des questions à se poser sur leur usage, voire même sur leur propriété. Le parc aujourd'hui, clairement, il prend quasiment un jour de vieillesse par jour vécu. On est à peu près dans ces normes-là. J'ai à côté de moi le spécialiste de la redistribution automobile de ce type et où tout le savoir-faire, il faut le reconnaître, tout le savoir-faire d'Auto One est de savoir redistribuer les autos là où les marchés sont demandeurs. Et clairement, on va avoir un renouvellement sur le marché français puisque les normes vont amener à ce que les utilisateurs se mettent en position de changement, ZFE, etc. Enfin, tout ce que l'on connaît. Et là, clairement, le rôle d'un acteur comme Auto One va pouvoir aider à redistribuer toutes ces autos. Alors, merci, je suis assez évidemment d'accord avec ça. Moi, ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que dans tout changement, il y a une notion de temps. Je pense que le but, il est partagé et tout le monde veut y aller. Donc, cette nécessité impérieuse de changement, tout le monde l'a acté dans la loi et dans la préparation de ce qu'on doit faire. Ce que je pense qui, à mon avis, est compliqué à gérer, c'est les effets de transition, trop violents potentiellement, surtout quand ils sont couplés avec d'autres effets qui sont difficiles. Et donc ce que je pense qu'on voit déjà, et
on voit qu'il y a certaines zones, certaines ZFE où il y aura une difficulté de s'approvisionner pour des particuliers à des prix acceptables. Et donc du coup, il y aura des endroits où il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que actuellement, il n'a pas encore été vraiment prouvé de manière scientifique que, en termes d'impact sur l'environnement, c'était beaucoup moins bien, on va dire, d'acheter une nouvelle véhicule avec un nouveau véhicule électrique et de garder son vieux diesel 3-4 ans de plus. Donc nous, évidemment, on est plutôt du côté de plus on rallonge ça, plus en fait on fait une sorte d'atterrissage plutôt doux pour que cette transition-là soit plus longue et plus acceptable. Et je pense qu'il faudra faire attention. Après, je pense que j'espère en tout cas que les pouvoirs publics pensent à ça aussi, à cet effet qui serait trop violent pour certaines personnes à qui entre guillemets, on confisquerait leur véhicule qui pourrait en tout cas être tout à fait utilisable pendant quelques années. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un effet qu'il faudra faire, sur lequel il faudra faire attention. Après, d'autre part, il y a, je pense, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que au final, c'est pas une ZFE, il y a plein de petits marchés. Et la force entre guillemets de l'Europe, c'est qu'il y aura toujours des sorties possibles, d'ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe. Et on sait que comme on est plutôt précurseur dans ce type de démarche, on est en retard par rapport à des copains européens, mais on est plutôt précurseur en moyenne dans le monde. Donc du coup, cette transition-là, on va dire, on sait qu'il y aura des sorties. Et je pense que ça sera quelque chose qui sera effectivement le cas pendant les années qui vont venir. Pour compléter, parce que je suis bien entendu d'accord avec ce qui vient d'être dit, un exemple moi qui m'a fortement marqué, c'est qu'un de mes proches en fait vit à côté de Montpellier, m'a appelé en juin en me disant au 1er juillet Montpellier c'est une ZFE, moi je croyais que c'était le centre-ville, mais en fait c'est toute la métropole, comment je vais aller bosser? Ça s'est traduit par l'achat d'un scooter électrique. Et la Twingo qui servait à aller bosser, elle continue d'être utilisée, mais pour aller un peu plus dans l'arrière-pays montpelliérain qui n'est pas en ZFE. Donc je caricature un peu en disant ça, mais c'est un peu aussi la vraie vie, c'est que la France n'est pas juste des grandes villes. Et c'est vrai que quand vous êtes, alors je suis vendéen au niveau de notre centre, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, en règle générale c'est moins une demi-heure de voiture, en dehors d'une zone ZFE, et vous roulez effectivement avec un diesel, vous roulez avec un véhicule qui est adapté, et c'est vrai qu'on va avoir probablement une coexistence pendant un certain laps de temps de véhicules plus anciens, qui sont des véhicules qu'on arrive facilement à maintenir, qui vont continuer en fait à aller en dehors du périmètre des villes, tout en ayant une mobilité probablement partagée au niveau de ces grandes villes. Donc ça passera peut-être effectivement par des grands parkings extérieurs qui permettront de poser sa voiture, de récupérer un véhicule qui permettra effectivement d'avoir une solution. Alors tout type de véhicule, je ne parle pas nécessairement d'une voiture, mais tout type de véhicule qui permettra en fait d'arriver à se déplacer, puisque beaucoup de nos villes au niveau des transports en commun ont été construites un peu en étoile, à l'image de ce qui se passe sur Paris. Et quand on travaille à Fresnes, quand on vit à Fresnes et qu'on veut aller travailler, je dirais par exemple à Courbevoie, c'est compliqué en fait. Et encore, on est sur quelque chose d'assez simple à faire. Et vous êtes à Fresnes, vous voulez aller travailler à Vélizy, c'est juste à côté. En voiture, c'est très vite. En transport en commun, c'est impossible. Donc c'est vrai que ça donne vraiment ce besoin de devoir adapter en fait en fonction de sa consommation finalement du véhicule, ses modalités de transport. Le questionnement qui va se produire derrière, c'est tout simplement quelle est la capacité financière des ménages à devoir avoir des approches mixtes dans leur mobilité, avec un coût d'abonnement ou un coût de location à devoir intégrer dans leur foyer, dans leur mode de fonctionnement, avec, on le sait bien aujourd'hui, une question d'inflation, une question de difficulté pour se loger. Donc c'est vrai que ça fait une couche supplémentaire et ça rend vraiment quelque chose de compliqué pour les particuliers. Ouais, là, on est sur une question beaucoup plus sur la mobilité en général et la manière de se mouvoir d'un point A à un point B entre les villes, etc. Donc c'est un vrai bon sujet qui forcément impacte aussi le monde du VO, avec des exigences aussi du consommateur final qui lui-même doit changer ou va changer. J'ai une petite question sur le VO. Est-ce que vous avez une idée, j'ai pas la réponse moi, mais peut-être que vous l'avez, de combien de fois un véhicule change de main? Il est vendu déjà une première fois quand il est neuf, mais après, vous avez une idée, non? C'est pas une question piège, mais... On est autour de 5-6 changements de main. Ouais. Je suppose, on peut imaginer, en tout cas, on peut projeter, qu'en plus d'avoir une durée de vie qui s'allonge, avec des kilomètres qui peut-être sont un peu moins forts, on ait aussi un cycle de revente du véhicule en VO qui se multiplie aussi peut-être. On va avoir envie de changer d'un VO pour un autre VO.
Je sais pas. Je lance cette question comme ça au Moi, vol. je pense que c'est corrélé pour moi à l'âge moyen du VO qui augmente, âge moyen qui augmente, nombre de transactions qui augmente. Moi, ce que je pense qu'il y a là-dedans qui, à mon avis, est intéressant là-dessus, c'est plutôt la notion de quelle est la vraie résilience et la vraie valeur résiduelle des hybrides et des voitures hybrides et des voitures électriques. Et ça, je pense que pour l'instant, on a beaucoup moins de recul que sur les essences. Et pour les électriques, par exemple, il y a pas mal de signaux qui sont assez positifs et qui se disent qu'en fait, il y a une très bonne qualité, puisqu'il y a moins d'entretien, il y a moins de choses qui cassent, il y a finalement des batteries qui sont pas si mal que ça, qui s'améliorent au fur et à mesure. Donc je pense que ce qu'il y a derrière, à mon avis, qui se cache un tout petit peu, c'est la notion de quelle est la durée moyenne d'un véhicule qu'on va avoir. Et évidemment, après corrélé à ça, parce que tout le monde parle que de ça, c'est quel est le mode de propriété. Et évidemment, tout le monde parle beaucoup de la notion d'abonnement, de location de courte durée, qui à mon avis pour l'instant n'est pas du tout quelque chose de très court terme, mais qui à mon avis sur les papiers. Et donc en termes de tendance, je pense ce qui va se passer, c'est à mon avis deux choses. Il va y avoir effectivement peut-être un allongement de la durée de vie d'un véhicule électrique, et aussi peut-être aussi, en tout cas très probablement, une explosion, on va dire, de tout ce qui est abonnement et changement du type de propriété des véhicules. Oui, alors je rejoins Manutea sur l'idée la valeur résiduelle des électriques, puisqu'aujourd'hui les premières études montrent que la tenue de la batterie est largement supérieure à ce que l'on pouvait penser. Donc là, ok, pas de sujet là-dessus, effectivement on est dans ce cas-là. Un autre point qui a son importance, c'est qu'aujourd'hui la part grandissante des ventes de véhicules en LOA, LOA ballon, etc., entraîne des modifications forcément significatives des VR, des valeurs résiduelles, et de la tenue du marché à 2, 3 ou 4 ans. Donc aujourd'hui, on commence à avoir, compte tenu de ces valeurs résiduelles qui sont engagées dès le départ, on commence à avoir des prévisions de vue du marché à X mois. Donc ça change aussi un petit peu le prisme et ces voitures-là, qui sont vendues en TVA. La chaîne de TVA étant maintenue, on va pouvoir les remarketer sous les mêmes conditions, et on va avoir de plus en plus de véhicules qui vont partir pour un deuxième, voire pour un troisième cycle en ballon d'une manière tout à fait classique. Pour rejoindre exactement ce qui a été dit, la LOA est un vrai changement. J'ai commencé chez Ford. Chez Ford, au début des années 2000, on nous parlait de ID Ford, payer l'usage et pas l'usure du véhicule. La LOA a eu plusieurs effets. Un effet, en fait, c'est que ça a favorisé finalement le manque d'attachement à la marque. Puisqu'en fait, à partir du moment où vous n'êtes plus propriétaire de la voiture, parce que le schéma, je dirais, méditerranéen était très j'ai ma voiture, j'ai ma maison, voilà, j'ai vraiment un rapport à la possession du bien. À partir du moment où finalement on paye une mensualité, on n'est plus dans la même relation. Et puis là, tiens, je roule avec une Mégane, elle me plaît bien. Ah, puis tiens, le petit Sportage, il me plaît bien. Je passe sur un Sportage. Puis après, voilà, je change régulièrement. Et effectivement, à un instant T, puisqu'il y a un renouvellement régulier des produits, on se dit que finalement, si c'est la même mensualité, je passe au véhicule suivant. La notion effectivement de conservation de la TVA est vraiment un élément aussi fort dans le fait de pouvoir avoir des solutions de financement adaptées, avec effectivement du coup des valeurs résiduelles qui sont relativement élevées pour maintenir le véhicule dans le circuit. Si on prend le cas du véhicule électrique, déjà effectivement les batteries durent plus longtemps que ce qu'on pensait, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on est sur une approche, je dirais, très rationnelle, certaines études parlent grosso modo d'à peu près 90 000 km pour qu'un véhicule thermique, un véhicule électrique ait la même empreinte. Voilà, que ce soit neutralité, je ne parle pas de bénéfice. Là on est dans le cadre où on est sur un pays qui produit son électricité de manière décarbonée. Je dirais jamais propre, soyons très clairs, c'est décarboné. Il faut vraiment être clair aussi sur les termes. Si on dit 90 000 km, c'est quoi? Il suffit de regarder une pub à la télé. Une pub à la télé, c'est quoi? Un contrat de base, c'est 3 ans, 30 000. Donc ça signifie, en fait, pour être à cette neutralité, c'est 9 ans, 90 000 km. Et sur 9 ans, on a pu conserver effectivement de la TVA. Contrairement à ce qui est habituel au niveau des réseaux, le client, au bout de 2-3 ans, il n'est pas parti dans un réseau secondaire ou autre, parce qu'en fait, finalement, il est resté dans l'environnement de distribution automobile parce qu'il avait un produit qui était suivi. L'intérêt d'être en LOA dans quelque chose qui est captif, c'est que ça permet que si on a un problème sur une batterie, on va pouvoir remplacer la batterie ou à terme, peut-être partiellement, une partie de la batterie, pour rester à plus de 80% de charge. Donc on est dans un cycle où on va pouvoir, pour des réseaux de distribution, pour des constructeurs, c'est le Graal, en fait, la meilleure façon de gagner de l'argent sur une voiture, c'est pas de la vendre une fois, c'est de la vendre 2 fois, la vendre 3 fois.
Donc c'est le Graal en fait, ça va entraîner un client captif. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, cette évolution que Christian évoquait effectivement au niveau de la LOA, c'est vraiment quelque chose qui change radicalement la donne et qui s'est développé d'une manière très très forte depuis quelques temps, parce que concrètement, vous allez sur un point de vente, vous savez que vous avez le risque de passer en ZFE, le discours à dire, monsieur le client, passez en LOA, même si c'est du thermique. Si le véhicule, enfin si la zone passe ZFE ou s'il y a quoi que ce soit comme autre contrainte, on fera autre chose. On vous trouvera une autre solution. Ce véhicule, c'est moi qui vais le reprendre et vous ne serez plus embêté. On vous enlève le risque. Faites-nous confiance. Bon, un modèle qui va changer et qui déjà se transforme. Alors, ce que j'adore, je vous le dis, c'est que le sujet, c'est où s'approvisionner en VO. Et on est déjà en train de parler de mode de consommation, comment ça va se transformer. Il se passe des trucs sur le marché du VO, c'est génial. Alors, je vais juste revenir un petit peu quand même sur le sujet. On a dit tout à l'heure qu'on était sur un marché qui est en tension, principalement par un sujet d'offres et de demandes, des tensions sur le VN, des tensions sur le VO. Mais il y a quand même des besoins, il y a quand même des clients qui cherchent, ce qui rallonge parfois sans doute les délais aussi de mise à disposition. Mais est-ce qu'il y a des zones géographiques, alors pas qu'en France, où on peut s'approvisionner malgré tout pour nourrir ce marché du VO qui a un peu tendance à se tendre? Oui, enfin ça c'est une problématique que l'on connaît, c'est notre métier en fait. Celui de Guilhem, Manutea c'est un petit peu différent, mais c'est les mêmes fondements. Bien évidemment qu'on va jouer les vases communicants en permanence. Quand un pays est en surstock, on va le déstocker pour aller emmener et alimenter un autre pays, de la même manière que l'on faisait avec les constructeurs qui étaient surstockés sur une plaque, on allait les réguler pour aller sur une autre plaque. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Aujourd'hui, si on en revient à la question où s'approvisionner, il n'y a pas la source miracle, c'est du multicanal, c'est du Guilhem, c'est du Manutea, c'est du Starter. On a chacun un petit peu nos forces, on a chacun un petit peu nos atouts. On a tous des réseaux qui, historiquement, on a su tisser, on a su créer. Et ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à fournir des autos. Aujourd'hui, on est, pour notre part, on doit avoir 8000 voitures en commande qui sont en arrivage. Donc, les choses se passent. Tout ne s'est pas arrêté, tout n'est pas rouge, tout n'est pas vert. On continue à fonctionner. Il faut garder un optimisme raisonné. Mais les voitures sont là et on va avoir peut-être plus de mal à trouver les clients que les voitures dans les prochains temps. Ok, d'accord. Moi je voulais là-dessus, je veux dire que bon, évidemment, je vais parler de Auto 1 comme étant une source indispensable pour n'importe quel professionnel pour pouvoir aller trouver du matériel. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est d'être proche du marché. Je pense que ce qu'on a appris, on va dire, dans les mois qui viennent de se passer, au-delà de où, c'est parce que où, évidemment, je suis d'accord avec toi, c'est que tout le monde regarde un petit peu, utilise ces réseaux et utilise, on va dire, les canaux qu'ils connaissent historiquement et ils développent des nouveaux canaux. Mais ce qui est aussi très important, c'est d'être, je pense, et c'est peut-être aussi pour ça qu'un événement comme celui-ci est aussi dynamique, c'est que tout le monde doit être au courant de ce qui se passe sur le marché, puisque ça bouge très vite. Et il y a des mouvements interpays qui sont importants, il y a des mouvements réglementaires qui sont très importants, et il faut savoir en gros où vont les prix, parce que souvent il y a un petit peu un effet difficile de dire on a l'impression d'acheter très cher. Donc est-ce que je suis le seul ? Est-ce que je suis seul dans ma folie à acheter cher ? En fait non, parce que j'arrive à écouler mon stock. Et donc, encore une fois, plus que jamais, on va dire, la rapidité, le fait de pouvoir avoir son stock qui tourne est plus important. Donc pour moi, ça veut dire quoi être proche du marché ? C'est évidemment être proche des places de marché où le business se fait. Donc évidemment, plutôt, on va dire, en direct avec les constructeurs, mais surtout aussi, et je pense que c'est pour ça qu'un acteur comme Auto 1, nous, ce qu'on pense là-dedans, c'est qu'on est très important pour donner la transparence, prix aussi de ce qui se passe actuellement sur le marché. Pour vous dire, voilà, vous devez être au courant de qu'est-ce qui se passe actuellement et quelles sont les tendances. Et c'est aussi pour ça que du coup, c'est un monde qui est plus que jamais interconnecté. De plus jamais, il y a les mêmes personnes qui vont chercher les mêmes véhicules. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que je pense que les tendances ne sont pas du tout aussi négatives qu'on le dit. Pour deux raisons. Je pense que, un, ça a été bien soutenu par le prix.
Donc on va dire que toutes les profitabilités ne sont pas écrasées d'un coup, puisque évidemment il y a eu un effet, on va dire, de survie qui a été là. Et d'autre part, parce ça va être long, mais peut-être plus long qu'on pensait, mais ça repart sur le VN. Donc du coup, on n'a pas tapé le mur et tout le monde n'est pas sorti à la route. Donc ça, je pense que c'est un peu la bonne nouvelle. Je dirais que quelque chose qui a été très changeant cette année, c'est qu'on a beaucoup de deals qui se faisaient, qui étaient signés. On avait craché dans la main, on avait topé, pour le dire à l'ancienne. Et puis en fait, les voitures, on les a pas. Donc vous les attendez. Moi, j'ai des commandes qui datent de fin 2021, que je sais que je les aurai ou pas. Donc je les compte pas dedans, je les ai potentiellement dans un petit coin de la tête. J'ai mes dossiers, j'ai mes bons de commande sous le coude. Et si les voitures sortent, tant mieux, je les aurai, je les vendrai. Voilà, c'est une composante. Maintenant, le point très très positif, c'est que les constructeurs ont eu la sympathie d'augmenter très fortement leurs tarifs à de très nombreuses reprises cette année. Et donc, quand on achète des véhicules, on est tout le temps en train de se dire, il y aura combien d'augmentations de tarifs d'ici que moi j'ai récupéré ces véhicules-là. Donc j'ai pris des positions chez des acteurs historiques avec lesquels je pouvais être amené à travailler, ce qui m'a permis en fait de récupérer ces véhicules-là. Et en plus, entre-temps, ils se sont pris généralement 2 ou 3 augmentations de tarifs. Donc en fait, un véhicule que j'ai acheté clairement trop cher, voilà, je sais que c'était cher, en fait aujourd'hui je suis bien dans le match parce que le tarif VN ayant tellement poussé, on est bien dedans. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'équipe commerciale, ils me disent qu'est-ce qu'on achète cher, qu'est-ce qu'on vend cher. Je fais oui, mais le véhicule a pris sur les sources 20 ou 21% d'augmentation. Donc c'est normal que ce soit cher. C'est cher partout en fait. Et c'est vrai que c'est un élément marquant au niveau du sourcing. Le point positif, c'est que tout comme Starter, voilà, ce sont des relations longues avec des partenaires qui savent que je fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un coup, je leur vends des voitures, un coup, je leur achète des voitures. Donc ça permet là encore, j'en parlais mardi, de cette notion d'écosystème. Je suis très attaché à cette notion-là. C'est un élément qui nous permet de sécuriser des volumes parce que finalement, pourquoi ils les vendraient à vous, les voitures, par rapport à un autre qui peut-être les paierait potentiellement un peu plus cher. C'est parce qu'il y a aussi, heureusement encore, ça reste un métier d'humain. Ça, c'est quelque chose de très important. On a encore des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Pas tout le monde, il faut aussi appeler un chat un chat. Mais c'est comme ça qu'on arrive aussi à préserver effectivement des volumes de manière à satisfaire derrière le client final. Merci. Alors, merci pour tout ça. J'ai une toute dernière question et on vient un peu de l'évoquer. C'est la notion du prix. Donc effectivement, on a atteint des seuils de prix sur le VO qui sont relativement élevés. Peut-être que c'est une bulle. Est-ce que ces niveaux de prix, selon vous, vont être maintenus ? Est-ce qu'on va être plutôt sur une tendance à la baisse, à la hausse ? Alors, évidemment, je vous demande un peu de lire dans les boules de cristal, mais globalement, vous avez, avec, entre autres, on en a parlé un peu, la LOA, etc., ou d'autres sujets, ou la remise en vente de nouveaux de véhicules neufs qui redémarrent, peut-être un peu de visibilité sur les tendances à venir, sur les prix de marché moyens, puisqu'on a vu encore récemment dans la presse des articles qui disent qu'effectivement, on a des VO qui parfois peuvent valoir plus cher que des VN. Bon, ça, je pense que c'était l'effet d'aubaine, mais quelles sont pour vous les tendances ? Alors, pour le VN, on a deux composantes en fait qu'il faut prendre en compte. Il y a le coût de production de la voiture neuve et le prix catalogue constructeur qui, à mon avis, et compte tenu des derniers articles, va encore un petit peu augmenter. Peut-être dans des proportions moindres que ce qu'on a connu cette année parce qu'on a d'un autre côté une vraie réalité économique et on a atteint un plafond de verre pour les prix de vente clients parce qu'il faut se rendre à l'évidence. On a des prix qui sont complètement hors normes par rapport au pouvoir d'achat. Par contre, du coup, les financiers sont en train de mettre à disposition des nouveaux produits locatifs. Là, Sofinco vient de lancer le leasing social, leasing vert, enfin on appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, on rallonge les durées, on augmente les VR pour essayer d'absorber une partie de la hausse des prix, ce qui va permettre encore une fois aux constructeurs de monter un petit peu en tarification. Mais je pense qu'on est sur une asymptote qui est quand même en train de se stabiliser. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'au bout d'un moment, une Twingo ne se vendra pas à 60 000 €. C'est pas vrai. Donc, il faut savoir que... Donc, une très belle Twingo. Donc, on a vu un marché qui s'est ajusté très rapidement, très fortement, principalement l'année dernière. Ça a été d'une assez grande violence. Je pense que ça a été très rapide et parfois plus rapide encore que ça en Angleterre qu'en Europe. Et en Europe, on voit que tous les pays sont plus ou moins pareils, avec en France une augmentation qui en relatif est un peu moins choquante, on va dire, que dans d'autres pays européens, notamment dans les pays du Nord. Par contre, on voit un petit peu une sorte d'aplatissement de la courbe d'augmentation.
Parce que je pense pour moi, j'appelle ça un plateau haut. On est sur un plateau haut sur lequel actuellement on est en train complètement de rester. On n'est pas en train de descendre de ça. Et on ne voit pas de tendance totale de baisse à court terme, peut-être plutôt une... Après, à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a 2 facteurs qu'il faut absolument avoir en tête quand on regarde des moyennes. C'est qu'il y a des effets de mix hyper importants. C'est qu'il y a des véhicules qui arrivent qui sont très chers et qui n'ont jamais été aussi chers que maintenant. Puisque effectivement, avec la pénurie du matériel et semi-conducteurs, tout ça, tout a été posé sur le haut. Et il y a aussi énormément de prix qui sont très importants, un marché très dynamique sur les petits prix. Et du coup, pareil, en moyenne, ça peut peut-être un peu tirer vers le bas, même si ces petits prix, si on les regarde par rapport à il y a 2 ans, ils sont très élevés par rapport pour une même voiture. Mais on va dire ce marché du petit prix il est très dynamique maintenant, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec les problèmes de pouvoir d'achat. Donc moi, ce que je pense, c'est que au bout d'un moment, c'est un marché, on l'a jamais vu autant que maintenant. C'est-à-dire que c'est une question d'offre et de demande. Donc actuellement, on est dans une situation où l'offre, elle est limitée. Donc les prix vont être maintenus, voire soutenus. Si ça repart, on est absolument certain qu'il y aura forcément une déflation qui va s'en suivre. C'est mécanique. La question, c'est qui va tirer le premier. Quand ça va se passer et pourquoi. Et l'autre point, c'est qu'il il y aura un effet de mix. Donc là, il va falloir que ça s'adapte. On en a parlé tout à l'heure. C'est quels sont les bons véhicules qui vont se vendre entre les véhicules très chers, électriques, tout ça, et les véhicules qu'il faut que les gens puissent acheter. C'est-à-dire que les véhicules plutôt les moins chers. Pour compléter ce qui a été dit, parce qu'effectivement, je suis aussi convaincu qu'on est sur vraiment un plateau haut. Je vais reprendre ce terme qui est très très bien et qui va très très bien. Ce que l'on constate, c'est que certains produits vont rester sur des prix relativement élevés du fait en fait de leur usage. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, vous voulez un véhicule utilitaire, vous avez votre camion qui est cassé, vous ne pouvez pas attendre 6 mois. Donc vous avez besoin d'un véhicule qui est dispo tout de suite. Donc c'est vrai que sur le domaine du nearly new, avec du 0 kill, effectivement, sur des véhicules utilitaires, on est sur des prix qui sont très élevés, très proches finalement du tarif VN. Mais on n'en est plus à devoir parler d'un moins 15, moins 18, moins 25 ou ce que vous voulez. On n'est plus dans un calcul de pourcentage. On est à un stade où mon camion est cassé, je perds des chantiers, comment je fais ? Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ce type de véhicule va rester relativement élevé. Sur les petits prix, on fait tout le remarketing de nos concessions. J'ai pas de stock, ça n'a jamais été autant dynamique. Les prix sont effectivement aussi élevés. Mais pour un professionnel aujourd'hui, se dire j'ai 20 000 euros à mettre dans le commerce, j'ai 4 voitures d'un côté, j'ai une seule voiture de l'autre. Donc je démultiplie mes opportunités de vente d'un côté, de l'autre côté je me mets en tension et je me mets en risque. Et puis encore une fois, le client il veut la rouge, c'est bête, j'ai la bleue. Donc c'est vrai que sur ces véhicules plus chers, on assiste beaucoup plus à des phénomènes de picking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de pros qui font de l'achat au bon coin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent plus stocker parce que trop de risques. Donc, ils vont aller sur des plateformes pour acheter des voitures en picking. Ils vont effectivement avoir des vitrines avec des partenaires de grande qualité qui savent depuis des années leur proposer des véhicules. Ils vont prendre effectivement donc, le bon coin, passer des coups de fil à des particuliers, faire du rachat cash. On n'a jamais vu autant, notamment de groupes de distribution aussi qui veulent trouver des acheteurs pour du rachat cash. Et c'est vrai que c'est cette partie-là qui fait que ça contribue aussi à maintenir des prix élevés parce qu'aujourd'hui, quand un particulier est en situation de changer son véhicule. Grosso modo, il a 6 mois pour vendre sa voiture. Il a le temps de la mettre en annonce et de la mettre chère. Et en fait, globalement, il va la vendre. Et c'est vrai que ça a favorisé aussi des modèles économiques type Transac Auto, d'autres acteurs, en fait, agences automobilières, qui sont venus aussi sur ce créneau finalement des VO récents que des particuliers pouvaient vendre. Et c'est vrai que ça a rendu effectivement aussi, ça a contribué, je dirais, à lisser un prix globalement élevé. Donc sincèrement, une baisse de prix à court terme, je dirais malheureusement, parce que derrière c'est le consommateur qui paye, ça va être très complexe. Probablement sur du véhicule récent dans un premier temps, parce qu'effectivement sur des véhicules plus anciens, tant qu'on n'a pas repris des niveaux tout simplement de reprise orientée à marchand satisfaisantes, ça va rester globalement élevé. Un point d'attention pour moi, c'est vraiment sur le canal LCD. Dans quelle mesure les constructeurs vont, notamment européens, jouer la carte du canal LCD pour finalement favoriser la mise je dirais, soit sur du short cycle, donc sur des périodes de détention, 4-6 mois, soit un petit peu plus long, c'est-à-dire en d'autres termes, est-ce qu'on aura des voitures un petit peu avant l'été ou est-ce qu'on aura des voitures à l'automne qui seront des véhicules récents. Si ce canal en fait, de LCD n'est pas favorisé par les constructeurs, notamment européens, ce seront d'autres types de véhicules qu'on sera amené à recommercialiser tout simplement. Ok. Bon, écoutez, j'espère qu'on a fait un peu le tour de la question. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a maintenant un peu plus de perspectives que ce que moi j'avais en tête il y a encore 2 jours en arrière. Donc merci pour ça. On commence à se projeter sur un avenir qui finalement va être un peu plus serein. Donc c'est parfait.
Merci infiniment, merci à tous. Je vous invite évidemment à prolonger ces échanges avec nos partenaires sur le village Univers VO. Ils sont à votre disposition pour continuer, pour prolonger, pour vous faire valoir aussi toutes leurs solutions. Et puis on se retrouve dès demain pour la 7e keynote au sein du village Univers VO. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.